Bienvenue à tous. Je sais pas combien on est. Pour l'instant, on est une vingtaine. Enfin, peut-être il y a d'autres gens qui vont arriver parce qu'il y avait pas loin de 90 inscrits, donc c'était quand même une belle, un beau succès. Du coup, toi, tu les vois pas ou tu les vois, Patrick, mes pages? Moi, je les vois très bien, tes pages, aucun problème. Il y a que moi qui les vois pas. Bon, comme je les ai sous le nez, c'est pas grave. Je, Eh ben, je vais mettre tout écoutez, ça en plein écran. Parfait. pour faire une petite introduction, je me suis dit, j'ai réfléchi hier, je me suis dit, bah, pourquoi on est là en fait? Pourquoi on est là? Ben parce que en fait, il y a une vraie prise de conscience là qui est relativement récente ou dans le monde des comédiens et qui pour nous était plus ancienne parce qu'on travaille sur le sujet de la protection des données des comédiens depuis 3 ans maintenant. Et je me suis dit, mais alors pourquoi tout d'un coup on s'est réveillé et, et je pense que c'est vraiment lié au fait que la voix de synthèse se rapproche de nous. Et du coup, dans ce petit où en est l'IA, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bah, pour l'instant, il y a déjà pas mal de sociétés. Tu me contredis, hein, Patrick, si je dis des bêtises ou si tu qu'il faut compléter, mais il y a quand même déjà pas mal de petites entreprises ou grosses entreprises qui ont généré des voix de synthèse. En général, c'était des sociétés qui vendaient leurs services directement, qui n'étaient pas vraiment spécialisées ni dans le doublage, ni dans la voix off par ailleurs. C'était vraiment des sociétés qui ne faisaient que ça, à part effectivement les gros Microsoft Azure et grosses boutiques comme ça. Et je pense que le déclic actuel, c'est que on comprend que c'est maintenant les sociétés avec qui on travaille tous les jours, enfin vous travaillez tous les jours, les studios de doublage ou des studios de doublage de pub, etc., qui commencent à aller s'approcher dangereusement de la voix de synthèse. Et Patrick, je pense que c'est ça qui a été le déclic. Voilà, je pense que les opérateurs industriels classiques d'aujourd'hui sont évidemment en veille technologique et puis en veille tout court sur les possibilités techniques et surtout la possibilité de les utiliser pour que ça devienne un usage. Pour l'instant, ils ont pas décidé forcément de l'adopter. Je pense qu'il faut aussi être prudent à ce niveau-là en termes de communication. Il y a les gens qui communiquent le plus sont les start-upers, en fait, toutes les start-up qui se sont montées ces derniers mois autour de l'IA vocale, qui effectivement utilisent énormément de code open source pour pouvoir développer leurs applications. Les IA vocales, les startups d'IA vocales sont principalement organisées en Europe et aussi aux États-Unis. Mais sur le sol européen, il y a beaucoup de startups, notamment trois principales qui sont à Milan, en Pologne et en Ukraine. Voilà, c'est les plus avancés et les plus agressifs, je dirais, en termes de communication. Donc on est sur une double course de vitesse entre d'une part ces startups qui essaient d'engranger un maximum d'investisseurs pour nourrir leur business plan. Pour l'instant, il y a de plus en plus de gens qui se lancent là-dedans, d'applications qui existent sur Internet. Donc le système est en train d'un peu de se vampiriser, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'opérateurs. Donc personnellement, je vois pas où est le business model de ces entreprises parce qu'en fait, elles sont de moins en moins chères. Ça coûte entre 10 et 30 euros par mois pour s'y abonner. Donc je pense qu'il y aura un problème de rentabilité assez rapide, mais ça c'est leur problème. Nous, ce Donc, qui à nous mon avis, importe. elles vont faire peut-être des abonnements, mais derrière l'abonnement, il y aura une quantité un minutage de lignes autorisées, etc. Oui, c'est ça. Mais vu que le marché n'est pas consolidé et que pour l'instant c'est un peu la foire d'empoigne, ça va être compliqué de pouvoir justifier d'un business plan qui tienne. Donc moi je fais le pari aussi que ça va être une économie qui va pas forcément perdurer dans l'état en fait. Hmm. Après, nous ce qui nous importe c'est pas si elles survivent ou pas, c'est pas le problème, c'est de savoir comment elles s'entraînent et comment elles marchent en fait techniquement. Ces sociétés ont besoin d'énormément de données vocales pour pouvoir entraîner leur machine, entre guillemets, parce que ça reste quand même des logiciels, hein, ça tourne sur des PC et des serveurs, mais elles ont besoin de données pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir taguer éventuellement des intentions, avoir un stock de phonèmes suffisant. Quand je dis stock de phonèmes, ça leur permet, si vous avez bien suivi la façon dont ça se passe, de pouvoir mélanger plusieurs types de voix ou plusieurs voix
pour n'en former qu'une ou une sélection. Voilà, pour faire une voix masculine, une voix féminine, on va prendre peut-être 3 ou 4 voix différentes et on va pouvoir agréger les phonèmes et agréger en tout cas les datas pour créer une sorte de monstre. Et c'est Je pense pareil, que à mon avis, c'est même au-delà de 3 ou 4 voix. C'est-à-dire que oui. la machine s'exerce sur 10 000, 100 000 extraits de voix qu'il va récupérer sur le net, Mhm. qui peuvent être à la fois, excusez-moi, j'ai un petit rhume, qui peuvent être à la fois pas des données qu'ils ont enregistrées, qu'ils ont fait enregistrer, ou des données qu'ils ont récupérées sur YouTube. C'est facile d'extraire des choses de YouTube. Et Oui, la machine apprend vraiment à imiter et à devenir aussi intelligente enfin, elle essaye d'être aussi intelligente que l'intelligence humaine, mais elle apprend et elle apprend à apprendre. Donc c'est ça le danger, c'est que ça va très vite et que voilà, voilà, après ce qui c'est il y a 6 mois peut dans 6 mois être vraiment on est un plus peu. sur des logiciels, je dirais, d'imitation artificielle que d'intelligence. Moi, je replace toujours le débat là-dessus. Que l'intelligence artificielle, elle est largement galvaudée et on est vraiment sur des logiciels de imitation, voire de plagiat. Voilà, je pense que c'est intéressant aussi de les présenter comme ça, parce qu'effectivement, c'est du plagiat du travail des comédiens et de tout l'apport qu'ils peuvent apporter donc aux productions audiovisuelles. Et donc, il y a les phonèmes d'une part, et il y a aussi les intentions. C'est-à-dire qu'il y a eu Ouais, beaucoup d'enregistrements qui ont été menés ces derniers temps sur le territoire français ou ailleurs, des enregistrements un peu avec des buts de recherche, avec des contrats qui étaient totalement abusifs, où en fait on venait faire venir des comédiens une journée en studio pour leur faire enregistrer des phrases avec des intentions différentes. Donc ça, c'est des bases d'entraînement pour pouvoir taguer les intentions et les rajouter dans la base de données. Donc il faut bien se figurer, après en avoir parlé avec certains scientifiques, hier j'ai fait une réunion avec des gens de Grenoble, là, du CNRS, qui travaillent dessus depuis des dizaines d'années. Il y avait aussi des gens de l'IRCAM, il y avait aussi un philosophe, c'était intéressant, qui parlait d'éthique aussi. Ces gens-là découvrent un petit peu les problématiques des comédiens. Ça fait 30 ans qu'ils bossent dessus, mais ils s'intéressent à la problématique des comédiens que maintenant, parce qu'on les a aussi sensibilisés à ça. Donc c'est intéressant d'établir le dialogue aussi avec ces scientifiques. Voilà, c'est pas des startups, hein, c'est vraiment les scientifiques qui eux font de la recherche fondamentale et nourrissent un petit peu les bases de données et aussi les open source pour pouvoir développer des solutions commerciales. Faut le savoir. Donc ces bases de données en fait sont très utiles pour ces boîtes et dans ces bases de données c'est un peu un fourre-tout, une foire fouille. Donc on peut y retrouver des voix piquées d'enregistrements, des enregistrements qui ont été faits dans des studios avec la complicité de studios qui n'ont pas vu ou pas voulu comprendre que ça passait pour ce genre de truc. Et puis ils vont aussi aller crawler des assets sur Internet. Des assets, ça veut dire des livres audio des des contenus. contenus, des vidéos, et pour eux, en fait, ce qui est formidable, ça a été déclaré par une des startups, alors je ne sais plus si c'est l'ukrainienne ou la polonaise, pour eux, le Graal, c'est vraiment un livre audio. Donc 8 ou 10 heures de livre audio avec un comédien, pas de musique, pas de mix, donc simplement la voix brute. Et ça, c'est une base d'entraînement formidable. Donc ça Ouais, pose deux ouais, problèmes. Le premier, c'est que en fait, c'est du vol, c'est-à-dire que utiliser des voix comme ça sur des bases de données, ça n'est pas autorisé selon le règlement européen. Cécile pourra vous en parler plus largement. Et puis il y a aussi le vol des contenus, c'est-à-dire que tous ces contenus, que ce soit des livres audio ou des vidéos ou des films, des séries ou des bandes annonces, n'importe quoi, elles sont soumises aux droits d'auteur. Donc il y a eu des autorisations pour qu'elles soient diffusées avec des auteurs qui ont donné leur consentement, des comédiens aussi qui ont été payés pour la diffusion. Donc tous ces contenus sont soumis à une gestion des droits très précise. Et là, c'est un détournement de l'utilisation première de ces enregistrements. Donc il y a un double vol, je dirais, et aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on travaille, c'est d'expliquer aux différents utilisateurs, aux différentes institutions et aussi aux gens qui vont faire la régulation de tout ça, il y a un gros problème de mépris en fait et de non-respect du RGPD. Et là, c'est peut-être Cécile le point que tu peux expliquer. ouais. Ce que je voulais préciser, c'est qu'effectivement, enfin, on parle beaucoup aussi des assistants vocaux et là ils viennent d'être condamnés pour Amazon pour tout ce qu'ils avaient enregistré grâce à Alexa et qui notamment les voix d'enfants ont épisté les gens, mais faut bien savoir que ces données vocales qui sont aussi enregistrées et j'avais vu un petit lapsus d'une gentille dame d'une grande entreprise du GAFA qui avait gaffé et elle avait dit et on enregistre. Puis après, elle s'était reprise. Non, non, oui, on enregistre tout ce que vous dites.
Mais c'est vrai que les données vocales des comédiens, les données vocales des contenus diffusés, c'est le top de la qualité. Pas de musique, s'il n'y a pas de musique derrière, comme les livres audio ou les bases de données de casting où c'est du pur studio, où le son est parfait et, euh, et où la voix est bien jouée et où le son est impeccable. Bon bah voilà, ça c'est le royaume, enfin c'est le royal pour entraîner les IA. Et c'est pour ça aussi qu'il faut absolument que les comédiens prennent à bras le corps ce sujet et comprennent quels sont leurs droits. Voilà, c'est un peu ce qu'on a fait. J'en profite pour faire ma pub rapidement. Enfin, notre pub en tout cas, c'est nous on vend rien. C'est une association professionnelle, mais en tout cas c'est le sens des alertes qu'on avait lancées sur les réseaux sociaux et également sur notre site internet. On a communiqué là-dessus très très vite dès le mois de mars. On a fait une alerte sur Twitter qui a été vue par à peu près 380 000 personnes. Il y a eu 380 000 impressions sur juste l'alerte de vol de voix. Voilà, donc vous pouvez aller voir sur Twitter en fait cette publication. Et il y a pas mal de choses à lire aussi sur le site lesvoix.fr. Il y a deux onglets, il y a alerte de voix et aussi en fait, toute la communication qu'on fait autour de UVA, qui est une nouvelle association mondiale qui regroupe des associations comme les Voix, mais pas seulement. Il y a aussi des syndicats. Pour les syndicats français, il y a tous les syndicats comme le SFA, CGT, CFDT, donc tous les gens qui sont habilités à nous représenter lors de réunions auprès du ministère de la Culture en France, mais aussi toute la partie, je dirais, de négociation sur le doublage. C'est eux qui vont mener les négociations avec la FICAM et les diffuseurs pour les doublages et les tarifs à la ligne concernant la France. Et donc ce mouvement, il n'est pas que français, il est mondial. Au début, il était européen, et maintenant il est mondial. On travaille avec des Américains, on travaille avec des Québécois, on travaille avec des Turcs. On attend les Japonais. Donc ça concerne tous les comédiens du monde. Donc c'est vraiment les alertes se sont multipliées sur tous les territoires, sur tous les continents d'enregistrements qui étaient détournés pour utiliser ces IA. Donc nous on a la chance sur le territoire européen d'avoir ce règlement RGPD qui effectivement va pouvoir protéger nos voix qui ne doivent pas figurer dans ces bases de données. Donc on est en train de sensibiliser via les médias. Il y a eu pas mal d'articles de presse dans Le Monde, Numérama, là on va avoir Libération ce week-end, il y a 01net, enfin il y a tout un tas d'articles qui vont paraître avec différents intervenants, dont moi et aussi Stéphane Kalb, qui est cofondateur de l'association Les Voix. Donc on répond à un certain nombre d'articles sur ce sujet, et évidemment que l'on place et on replace cette histoire d'utilisation de voix sur le terrain du RGPD. Pourquoi? C'est que pour l'instant, la législation qui concerne les IA génératives est en cours de discussion à Bruxelles. Donc les choses vont évoluer. Il y aura certainement des textes qui vont protéger les contenus et protéger aussi les personnes, puisque là on parle de comédien voix, mais en fait la voix concerne tous les individus et tous les citoyens européens. Et donc on va demander aux institutions de faire respecter la loi, et notamment la loi RGPD. C'est-à-dire que ces IA vocales, ces logiciels IA, si elles ont pignon sur rue, si elles vendent des produits sur le sol européen, donc sur Internet, devront se conformer au règlement européen. Parce qu'en fait, avoir des bases de données opaques qui recèlent des voix d'individus, c'est interdit. Voilà. Ouais. Donc c'est très clair. Peut-être un peu plus, un peu après le côté RGPD, mais effectivement, il y a des moyens d'agir clairement. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, nous aussi, on a été contactés par les syndicats européens parce qu'on est la seule société qui prend en compte en fait la gestion du RGPD dans ce secteur de l'audiovisuel. Et du coup, on a aussi eu des grosses discussions avec ces syndicats qui voulaient savoir le RGPD comment ça se fait que ça peut vous aider vous et comment nous on pourra s'en servir aussi. Et en fait, la conscience de données personnelles, elle est très forte en Europe. Elle n'est pas forcément aussi forte ailleurs, bien que il y a pas mal de législations qui sont aussi qui définissent la voix comme une donnée personnelle, une donnée biométrique, donc qui est sujette à ces réglementations. Donc voilà, ouais, ça a été un sujet pour le monde entier et c'est impressionnant le travail que tu as fait et que vous avez fait tous pour vous regrouper aussi vite. Moi, je suis impressionnée. Oui, c'était en un mois et demi. Ouais, non, c'est très impressionnant. C'est incroyable. Donc on travaille vraiment maintenant, on est sur un groupe Discord là. Alors le mouvement s'appelle UVA, il y a un site internet, hein. Vous pouvez retrouver ça sur le site Les Voix parce qu'on renvoie évidemment sur
Tu peux United donner Voice. l'adresse parce que c'est uva. Je peux le mettre je vais le mettre dans le chat, je Dans crois. le Ouais, Je chat. je vais viens de mettre le mettre dans le chat. Ouais, Ah, coucou. je peux vu Je encore. viens de le mettre dans le chat et j'ai également mis un lien vers l'article Alerte de vol de voix que vous avez publié sur D'accord. votre site Les Voix. Donc, dans le Ouais, chat, très bien. justement, pendant tout le webinaire, quand il parle des associations, des Justement, articles, regardez dans le chat. Nicole Ok, ne part pas super. parce que justement, je voulais faire le quatrième petit point là qu'on avait mis qui était les studios, est-ce qu'ils ont pris conscience d'un problème? Moi, je suis déléguée aux applications numériques à la FICAM, donc j'ai voilà, une possibilité de discuter et j'ai du coup un peu une triple casquette en ce moment, c'est-à-dire qu'avec Voxing Pro, je suis un petit peu plus côté comédien. Côté médiartiste, je suis un peu plus côté comment on pourrait bien gérer le RGPD, protéger les comédiens, mais aussi les studios, leur donner des outils intéressants. Et en même temps, je suis à la FICAM, donc je suis partenaire des grands studios et à Le leur écoute. FICAM que l'on va rencontrer le 14, je crois, la semaine prochaine. Voilà. Donc, Donc, on va- il y a des commissions qui se mettent en place sur le sujet de Exactement. l'intelligence artificielle et de la voix de synthèse et des données, de la protection des données. Donc, le message a été entendu. Pour autant, nous, de notre point de vue, où on est un des rares à offrir des services qui permettent d'offrir aux comédiens, et certains d'entre vous, je pense, ont déjà été contactés via Mediartis pour donner leur consentement à l'utilisation de leurs données. Euh, voilà, il n'y a pas encore la majorité des studios français n'est pas là. Donc, on peut s'imaginer que si vous contactez pas pour vous dire coucou, j'ai des données à toi, ben, c'est que le RGPD n'est pas vraiment respecté. Mais Voilà. Et ça va venir. Il y a concernant une la FICAM, excuse-moi, concernant la FICAM, c'est un syndicat qui regroupe surtout les gros studios de doublage et les grosses sociétés de post-production, parce qu'évidemment là on parle de la voix, mais ça va concerner aussi les gens à l'image. Voilà, notre alerte les voix et notamment le lancement du VA a été porté aussi par Jean Dujardin pour aller voir sur son Instagram. Donc il suit l'association Les Voix, il est très sensible à cette histoire-là parce qu'il a compris que il adore le doublage, hein, les voix de doublage historiques, donc il est très attaché à cette filiation. Et il a compris que, évidemment, au-delà de la voix, il allait avoir les mêmes problèmes sur l'image. C'est-à-dire que ce qu'on fait avec la voix, on peut aussi crawler les intentions des acteurs sur les films au cinéma ou dans les séries, et pour pouvoir aller finalement subtiliser leur façon de jouer, leur déplacement dans une scène. Tout ça peut être utilisé par les IA pour après proposer des jeux de comédiens pourrait D'ailleurs, ressembler aux comédiens qu'on voit aujourd'hui. Voilà. d'ailleurs, il me semble C'est le qu'il même pillage en fait. y a eu des procès sur de la. Alors, voilà, j'ai un trou de mémoire. Voilà, la captation du mouvement et des gens qui retrouvaient leur mouvement dans d'autres choses alors qu'en Oui. fait, ils n'avaient jamais donné leur autorisation. Comment on appelle ça? Motion capture. Motion Prochaine. capture, oui. Ouais, tout à fait. Donc, Et alors pour les studios, vas-y, je t'en ouais. prie. Ah non, non, je voulais relancer Nicole sur les studios à l'international. Parce que Voilà, ben moi je travaille énormément avec, voilà, avec les studios internationaux. Il y a plusieurs des associations qui regroupent les plus grands groupes des studios, comme les groupes de Paramount, Universal, Netflix, Amazon, Apple, etc. Justement, on est en train d'organiser un groupe. Moi, je serai coprésident. On va l'annoncer à IBC à Amsterdam en septembre. Ça serait autour de privacy. Le but, notre objectif, ça serait de définir les meilleures pratiques au niveau de privacy. C'est clair, c'est compliqué pour tous les autres pays. Ils ne savent pas trop comment gérer toutes les obligations vu que c'est différent selon les régions. Donc, notre objectif, c'est de définir des standards, les meilleures pratiques pour que tous les fournisseurs de services, toutes les prods de doublage, tous les studios de doublage, ils auront les règles à suivre, à respecter par rapport à vos données. Bien évidemment, ce groupe, ça ne serait pas que autour des comédiens de voix, c'est aussi autour de tout le monde, de tout l'écosystème de freelance. L'image, plein d'autres choses. Mais c'est vraiment devenu un sujet urgent. Ils se rendent compte.
on court un peu pour définir ces standards. Il en existe déjà au niveau de sécurité dans l'industrie, mais le privacy, ça a été bien ignoré jusqu'à aujourd'hui. Et c'est surtout avec toute cette tsunami de IA que voilà, le cours a vraiment pris notre vitesse. Ouais. Donc, sachez qu'ils sont bien conscients, ils demandent de plus en plus des preuves de conformité des studios de doublage, voilà, qui réalisent les projets pour eux, pour la localisation justement de contenu. Donc, il y a une vraie prise de conscience. Voilà, maintenant, c'est vraiment, c'est à vous et aussi les clients, justement de vos clients, d'exiger une transparence de respect d'RGPD. C'est vraiment vos voix qui vont faire tilter voilà, tout le système avec la conformité de ces studios. Vas-y, Cécile, pardon. Non, je sais plus ce que je voulais dire, mais ce qui est parfait, c'est une magnifique transition. Voilà. Transition sur la suite. Patrick, je t'avais muté, je te démute. Ah, merci beaucoup. J'ai juste par rapport au studio, donc je termine juste sur les studios. Évidemment qu'on est en relation avec eux, qu'on les sensibilise à ça. Ils suivent avec intérêt notre mouvement UVA et tout ce qu'on communique autour. Certains ont compris assez immédiatement que s'il y avait plus de comédiens en studio, les répercussions sur leur business pourraient être assez fortes. Moi-même venant de la production il y a très très longtemps, je suis plus derrière les consoles depuis très longtemps. Je vois très très bien les outils qui peuvent être déployés aussi pour mixer et bruiter les contenus audiovisuels. Donc il est évident que si on arrive à modéliser des voix, on pourra aussi modéliser des mix, modéliser des systèmes de bruitage. Et c'est vraiment pas dans l'intérêt des studios aujourd'hui d'utiliser ces outils, parce qu'évidemment les prochains qui seraient remplacés, ce seraient les studios. Voilà. Donc tout le monde a bien compris ça. Tout le monde se projette pas forcément à 2 ou 3 ans ou 4 ans en avant. Voilà. Certains sont plutôt sur ici et maintenant, mais il y a certains patrons de studios qui ont très bien compris les enjeux à ce niveau-là. Voilà. Donc c'était pour clôturer la communication auprès des studios. Et juste un dernier truc. L'argument que je donne aux studios sur le RGPD, les studios s'en servent aussi pour pouvoir sensibiliser leurs clients. C'est-à-dire qu'ils ont des demandes des studios pour utiliser des IA vocales pour certaines choses. Et là, les studios leur disent, attention, pour l'instant, ces logiciels d'IA vocales ne sont pas certifiés, il y a un vide juridique et il y a un gros risque RGPD. Et dans les sociétés, chez l'annonceur, dans les grandes entreprises, ils ont tous reçu des formations RGPD, donc ils connaissent les problématiques et surtout les niveaux d'amende que amène le RGPD. S'il y a un non-respect de RGPD, la CNIL française et les CNIL des autres pays européens, parce que dans chaque pays il y a une CNIL. La CNIL, c'est l'autorité indépendante qui fait respecter le RGPD. Donc c'est une sorte de gendarme en fait, hein, des données biométriques et sensibles. Donc elle émet des amendes. Il y a vraiment des poursuites envers des sociétés qui ne respectent pas le RGPD. Donc évidemment, ils n'ont pas assez de contrôleurs, ils n'ont pas assez de contrôle, mais comme ça devient un sujet, ça commence à monter. Meta, Facebook. Là, 4% du chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros est le chiffre le plus élevé. Et c'est vrai que pour les grosses sociétés de doublage ou des gros clients, oui. Ça représente un énorme risque. Mais je pense que jusqu'à présent, ils n'avaient pas réellement conscience que la voix était une donnée personnelle. Oui, pour ils font pas le lien. La voix, c'était compliqué. Nous qui faisons du travail, on appelle ça l'acculturation depuis des années là-dessus, au début, on nous regardait quoi? La voix est une donnée personnelle, mais de quoi vous nous parlez? Et la deuxième difficulté, c'est que souvent, par rapport au RGPD, ils sont très au courant qu'il faut protéger leurs salariés, que voilà, un numéro de sécurité sociale, c'est dangereux, mais par contre, tout ce qui se passait dans la production, c'est tellement un endroit particulier où ils vont pas aller voir forcément comment on fait des castings ou comment on fait de la prod. Du coup, ils n'avaient pas réellement conscience que qu'il y avait là des données et des données biométriques, des données vocales et qu'il fallait s'en occuper. Je pense que depuis le temps qu'on en parle, ils avaient quand même commencé à avoir l'oreille qui frise un peu. Et là, je pense qu'avec le travail que vous avez fait, vous, comédiens, là, je pense que plus personne ne peut rien ignorer. Je pense que tout le monde, c'est assez clair, ouais, ça commence à remonter. Même dans les articles, maintenant, ils font le lien entre voix et CNIL. Et RGPD, pardon, il y a eu un article dans la lettre pro là, de la radio où il parlait des possibilités d'utiliser des IA dans le monde de la radio. Et effectivement, pour la partie voix off, ils ont quand même pointé
voit le fait qu'il y avait un problème de respect du RGPD. Donc on est là-dessus. Ce qui nous semble un préalable déjà avant de pouvoir discuter ou non avec ces logiciels et ces gens, parce que nous on pense que en discutant énormément avec les professionnels et en voyant un peu les usages dans différents métiers, on va travailler avec l'IA. Mais je pense que c'est beaucoup trop tôt, que pour l'instant il faut bloquer toute collaboration avec ces systèmes parce que la législation n'est pas là et ne protège pas assez les ayants droit et les comédiens. Donc pour le moment, moi, je recommande vraiment de ne pas rentrer là-dedans, de bien lire ces contrats, et ça va être l'objet des prochains Le sujets. mais quelle Ouais, transition, quel travail formidable. ouais. Bah, écoute, on va te laisser la parole sur le côté contrat. Donc là, juste pour, voilà, des solutions, c'est le contrat. Deux, le RGPD, faire respecter vos droits et vous avez le droit d'être informé que quelqu'un a vos données. Bah, c'est vraiment la base du RGPD, mais c'est la chose qui n'est pas respectée. Troisièmement, la circulation des données, bah, le casting entraîne de la circulation, donc on va se poser un peu la question, on va vous montrer un peu comment ça fonctionne. Peut-être que vous savez déjà, sûrement même. Mais en tout cas, qu'est-ce que nous, on en pense? Et le quatrième point, c'est, voilà, nous, on a une solution qui qui peut aider, qui aide déjà certains studios à régler ce truc de RGPD et à vous redonner les rênes de vos données. Voilà, et après, il faut que vous soyez aussi nos médiateurs pour que ça fasse avancer le schmilblick et des solutions concrètes. Donc sur le contrat de travail, en fait, c'était un peu ma participation était un peu attendue là-dessus. Nous, on a fait un travail depuis 13 ans, depuis que l'association Les Voix existe, sur un modèle de contrat pour la publicité. C'est ce que les producteurs de sons de pub nous avaient demandé en 2010. Donc on avait travaillé là-dessus. On avait pris un avocat pour ça, qui était vraiment spécialisé. On a bossé avec l'avocat aussi de la partie producteur, et ça s'était réglé assez vite. Et cette histoire de statut et de comédien en France, il est régulé par le Code du travail, le Code de la propriété intellectuelle aussi, qui définit les rapports entre un producteur et un artiste. Voilà. Principalement, les gens de l'association sont plutôt des salariés, puisque c'est le régime qui revient sur tous les contrats pour le doublage et même pour la publicité. Il y a quelques comédiens qui sont en société, mais c'est quand même pas la règle. La présomption de salarié en France, elle reste quand même la règle. On va travailler pour un employeur pour les enregistrements. C'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Voilà. Donc, j'en profite pour dire que le statut d'auto-entrepreneur n'est pas comment autorisé en France pour des enregistrements. Il faut vraiment être en salarié. Je vous recommande de travailler tout le temps avec un contrat de comédien en salaire. Et ça permet aussi une protection en tant que salarié et artiste-interprète. Donc, vous devez avoir un contrat de travail avec un studio, c'est très important, où doit figurer l'objet de la prestation de l'artiste. Qu'est-ce qu'on vient enregistrer? Ça, c'est le début de la protection, c'est-à-dire qu'un contrat relie à une œuvre et un enregistrement précis. Ça, c'est vraiment important. On doit avoir l'objet de la prestation sur le contrat qui doit être défini. Et cette prestation, elle peut être utilisée exclusivement dans le cadre de l'exploitation de l'œuvre. Voilà. Donc, on relie une prestation à une exploitation. Ok. Et dans ce contrat de travail, donc, on doit avoir deux choses. La partie rémunération pour la prestation et la fixation. Alors la fixation, c'est quoi? C'est simplement de déterminer qu'on enregistre un comédien et que pour l'enregistrer, on va enregistrer sa voix sur un logiciel. Voilà. Avant, c'était des bandes magnétiques. Maintenant, c'est un Pro Tools. Donc ça va sur des serveurs. Donc on détermine que la prestation, il y a un enregistrement et une fixation de cet enregistrement. Voilà. Et après, dans le contrat, on doit avoir aussi la partie utilisation. Donc, utilisation, pour être précis, c'est les cessions de droits d'exploitation. Donc, c'est toute la partie où on va payer pour l'utilisation, rémunérer l'utilisation du comédien, selon trois données. La première, c'est la durée. Combien de temps le comédien va céder ses droits pour l'exploitation de sa voix pour cette prestation-là et pour cette œuvre-là. Et après, il y a effectivement les modes d'exploitation. Donc, selon la loi française, les modes d'exploitation doivent être rémunérés de manière séparée. On peut pas faire un bloc avec tout mode d'exploitation pour l'univers et la Terre entière. Et 50 ans, ça marche pas ça. Donc, on doit vraiment rémunérer la télévision, l'internet, le cinéma, de manière en fait séparée sur les contrats. Pas faire un bloc. Ça va être vraiment spécifié.
est rémunéré de façon distincte et proportionnée. Voilà. Et après, il y a la durée d'exploitation. La durée pour les œuvres audiovisuelles qui sont régies pour le doublage, par exemple, ou les documentaires, les chaînes de télévision demandent souvent 10 ans pour les documentaires. Au bout de 10 ans, les documentaires sont un peu obsolètes. Si on parle de séries ou de films en doublage, ça peut monter jusqu'à 50 ans, la durée des droits voisins, en fait, pour les artistes-interprètes. Voilà. Pour la publicité, aujourd'hui en France, 90% des contrats sont faits autour d'un an. On cède ses droits pour un an pour une publicité. On estime qu'au bout d'un an, si la pub repasse, on repasse en négociation avec le producteur pour qu'il nous repaye des droits pour l'année supplémentaire. Parfois, il y a des négociations on demande des droits sur 3 ou 4 ans. Mais là, on empile à ce moment-là, on fait pas un cadeau des 3 années, on empile effectivement les années de cession de droits d'exploitation. Voilà. J'en profite aussi pour dire il y a un onglet rémunération sur le site Les Voix où vous pourrez trouver les dernières estimations de salaire d'usage. Voilà, ce n'est qu'un guide, hein, parce que le gré à gré reste la règle, mais ça donne un peu une valorisation de ce que peut être une prestation, par exemple, pour une télé nationale ou une campagne nationale qui passerait en France, sur le territoire français, à la radio, à la télévision, au cinéma. Voilà. Dans ces contrats, il faut bien les lire. Bon, vous devez avoir en fait ces 3 choses-là. Hein. C'est quoi l'objet de l'enregistrement? Qu'est-ce que j'enregistre? Donc ça, c'est des questions qu'il faut poser aussi avant l'enregistrement. Ne pas arriver à un enregistrement sans savoir ce que vous allez enregistrer. Ça, c'est super important. Ça fait partie des questions qu'il faut poser systématiquement. Et aussi de savoir, au moment où quand vous êtes choisi sur un casting, de savoir d'avoir un peu de quelques infos sur la diffusion en fait. Alors parfois, lors de l'enregistrement, la diffusion n'est pas encore fixée parce qu'ils n'ont pas encore, je dirais, tous les plans médias et toute la déclinaison de l'enregistrement que vous allez faire, mais c'est important d'en parler en amont. Bien souvent, il y a quand même un devis qui est demandé par les agents artistiques, enfin par les producteurs et les agents artistiques qui sont éventuellement dans la boucle de ces enregistrements vont faire un devis ou en tout cas un pré-devis avec les cessions de droits qui va bien. Mais repartir des usages avec la grille, le barème des rémunérations régulièrement constatées, puisqu'en fait on a une sorte de document qui relate ça, c'est que ça peut être quand même une bonne idée de ce qu'il faut demander. Voilà. Après, c'est de la négociation, mais ça permet d'avoir quand même une base. Dans le contrat, vous devez vraiment lire le contrat parce qu'aujourd'hui, on a récupéré des alertes sur des contrats, notamment dans le jeu vidéo. Alors ces alertes ont été traitées parce qu'il y avait un dialogue avec les studios. C'était des contrats qui étaient un petit peu vieux et il y avait des résumés en fait, des petits paragraphes qui étaient pas bons. Et donc avec certains studios, on a pu les faire changer avec l'IA. Donc bien regarder dans les contrats s'il n'y a pas de temps en temps un paragraphe qui permet aux utilisateurs de manière un peu détournée, parce que les utilisations évidemment ne sont pas forcément rémunérées. Donc il faut bien lire les contrats parce que vous pouvez avoir des utilisations secondaires qui pourraient être utilisées par des bases de données IA, par des prestataires. Donc il faut vraiment être très vraiment lire dans les détails les petites notices, écrites en tout petit, et vraiment être certain. Méfiez-vous des contrats qui sont très longs et qui font 15 pages. C'est le plus fastidieux. Vaut mieux à la rigueur pas de contrat que mauvais contrat. Toujours ce que je dis. Et ce qu'on complète, parce que c'est en rapport aussi avec la notion de RGPD, c'est que dans vos contrats, on peut pas glisser une petite clause qui dit et je peux me servir de tes données après dans ma base de casting. Que le RGPD implique que vous ayez une capacité à donner votre consentement qui soit libre et éclairé. Libre et éclairé, ça veut dire il n'y a pas un enjeu de contrat derrière le côté qu'on est libre, qui fait qu'on est libre. Parce que sinon, forcément, si on a peur de perdre son contrat, si on donne pas l'autorisation à utiliser ces données, ça veut dire qu'on n'est pas libre. Petite clause en bas du contrat qui dit et j'accepte, nanana, c'est juste pas possible. Alors, il y a une question c'est Bertrand Cordonnier, je crois, ou Cordonnier, je ne sais pas si quel est son prénom. Mais en tout cas, donc il pose une question, les studios qui ne passeraient pas par Mediartis pour nous permettre de valider la conservation des données. Il suffit qu'ils fassent bien les choses. Bien les choses, ça veut dire qu'il faut qu'ils demandent et qu'ils vous disent. On va rentrer en détail dans 2 secondes. Voilà. Oui, pardon, juste rapidement, j'avais répondu dans le chat. Oui, bien sûr, c'est possible qu'il soit en conforme avec l'RGPD, indépendamment de Mediartis. C'est juste car c'est hyper compliqué
Voilà, Cécile elle va dévoiler leurs obligations, vos droits. Et c'est quasiment impossible, hein, selon la taille d'une base de casting, pour qu'ils respectent tous vos droits, en fait. C'est pour ça qu'on a créé ce système, qui vous coûte rien d'ailleurs. On n'est pas là pour vous vendre quoi qu'il soit. Donc, Cécile, c'est à toi. Donc, le RGPD, ça existe donc un super outil de protection depuis 2018. Donc, ça fait déjà 5 ans que tous les studios auraient dû vous appeler en vous disant coucou, j'ai des données à toi, j'ai des extraits audio à toi. Est-ce que tu veux bien les écouter, me dire si tu es OK pour que je les conserve? Tu me donnes ton consentement pour que je les utilise dans ma base de casting? Est-ce que tu es d'accord pour que je les partage? On reparlera du partage après. Et, euh, et, euh, est-ce que tes données personnelles sont exactes, etc. Et voilà. Est-ce que les gens l'ont fait pour vous? J'imagine que majoritairement non. Ils n'ont pas connaissance de vos droits. Ils n'avaient pas connaissance que la voix était une donnée personnelle. Ils n'avaient pas connaissance que le fait de créer des bases de casting avec des voix, c'est impacté par le RGPD. Le RGPD, en fait, c'est quoi? La gestion des données personnelles. OK. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi les bases de casting sont impliquées? Parce que on va mettre tout au même endroit des informations qu'on va réutiliser, qu'on va stocker sur le long terme, parce que vos voix d'il y a 10 ans, ils les ont sans doute encore dans leur base de casting. Et donc la CNIL, elle implique que tout traitement de données doit être déclaré à la CNIL. Quel est l'usage, sur quelle base juridique ça s'appuie, et qu'est-ce que vous en faites, et pour combien de temps vous les conservez, etc. À partir du moment où on dit qu'on conserve ad vitam les choses, ça ne peut pas s'appuyer sur autre chose que votre consentement. C'est-à-dire que les cookies qui traînent dans votre ordinateur et qui durent 6 mois, c'est OK. Si les données sont stockées à l'intérieur et qu'elles sont conservées ad vitam, non, là, il ne s'agit pas juste de quelque chose qui s'efface rapidement et qui était lié à un usage ponctuel. Là, on est dans un usage permanent et donc vous devez pouvoir donner votre consentement. Donc voilà, le côté RGPD, c'est valable mondialement, c'est-à-dire que les seuls qui pourraient ne pas être impactés par le RGPD, c'est des sociétés qui seraient en dehors de l'Europe, qui ne traiteraient des données que de gens qui ne sont pas européens et qui n'enverraient les données, ne travailleraient dans des projets qui ne seraient jamais européens. Autant dire que là, ça réduit à peau de chagrin les gens qui ne sont pas impactés par le RGPD. Et en plus, il y a d'autres législations qui considèrent la voix aussi comme une donnée biométrique et qui la protègent dans le monde. Il y a le Brésil, enfin là, Nicole sera un petit peu plus précise que moi, mais il y a énormément de pays qui ont repris le RGPD comme base et qui l'ont arrangé un peu à leur sauce, mais qui considèrent, je crois qu'il y a 70% des législations mondiales qui considèrent la voix comme une donnée personnelle et qui en parlent et qui la protègent. Donc, il n'y a pas que nous, il n'y a pas que l'Europe, il n'y a pas que le RGPD. Et donc, mondialement, on peut s'appuyer sur le RGPD ou sur ces législations pour demander d'être défendu. Voilà, après, pour répondre à M. Cordonnier, sur cette partie-là, je pense qu'il faut aussi laisser le temps aux studios de prendre conscience du problème, plutôt les accompagner. Et voilà, ça va pas être instantané non plus, la mise en place des choses. Ce qui est très important pour la partie studio, ça concerne aussi la question de clémence sur le poids juridique sur une facture de prestation. Je pense que les studios vont être à même de changer leurs conditions générales de vente sur l'utilisation des enregistrements qu'ils les envoient en fait. Alors là, c'est peut-être une explication de juriste ou d'avocat, mais quand on fournit des enregistrements à l'extérieur d'un studio pour un client, je pense que dans les conditions générales de vente, il faudra faire une référence à cette histoire de RGPD, en disant qu'évidemment, les enregistrements qui sont fournis devront respecter cette règle-là dans l'entreprise qui va recevoir les enregistrements. C'est peut-être Cécile, peut-être que tu nous en parlais, parce que c'est un peu le maillon faible, il est là. C'était le problème qu'on avait avec les jeux vidéo. Ouais, je vous en parlerai. Pour terminer, vous avez vu vos droits, donc touche. Vos droits, c'est clairement d'être informé que quelqu'un a vos données, de pouvoir les consulter, ensuite de donner en fonction de ce que vous avez consulté votre consentement,
de demander la suppression de vos fichiers ou carrément de toutes vos données si ça vous convient pas que cette personne les utilise dans sa base de casting. Et aussi, ils sont censés avoir des données exactes. Il y a un sénateur ou un député français qui a attaqué ChatGPT parce que quand il posait la question comment s'appelle un tel, enfin, il posait des questions sur lui-même, les données étaient fausses. Et donc, il a porté plainte à la CNIL en disant c'est pas normal, ChatGPT, il répond qu'il a mes données, mais quand il répond des choses fausses. Donc, les gens sont censés avoir des données exactes sur vous. Pour qu'elles soient exactes, bah, à un moment, il faut que vous puissiez donner vos informations à vous. Donc, j'espère que c'est clair, Nicole. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Non, mais je pense que justement, vous avez d'autres droits aussi, comme elle a dit, Cécile, l'exactitude des données. Donc, en vérifiant, ils ont voilà, vous avez le droit de vérifier, voilà, les données. toutes les données qu'ils ont. Si vous voulez qu'ils fassent les modifications ou les suppressions, il faut, une fois signalé, il faut qu'ils respectent vos demandes dans les 30 jours qui suivent. Également, voilà, vous demandez accès, votre droit. Ils ont que 30 jours de respecter votre demande. Une chose très, très importante, votre consentement ne peut pas être sollicité, ne peut pas être inclus dans un contrat, un NDA, c'est ce que beaucoup des studios, ils essaient de faire. Et l'RGT, il refuse, niet. Donc, voilà, croyez pas ça, acceptez pas ça comme réponse des studios. Souvent, les studios, comme Patrick, il a dit, ils sont pas, ils ont pas compris, justement, les implications sur les bases du casting. Peut-être ils ont fait des démarches marketing, sales avec leurs clients, avec les joueurs s'ils sont jeux vidéo. Mais souvent dans la production, dans ces bases, ils n'ont pas compris les implications. Donc vous avez vraiment tous ces droits. Si vos droits sont pas respectés, vous avez que à contacter la CNIL, va faire une plainte. Voilà, et la CNIL, ils vont suivre. Ça peut prendre un peu de temps, mais ils vont les suivre. Donc vous avez ces droits. N'oubliez pas. J'ai un truc à rajouter sur les histoires de contrat qui est très important. En ayant discuté avec notre avocate Mathilde Croze, là, qui suit nos avancées, qui nous aide là depuis 2 mois sur la partie RGPD, parce qu'évidemment on n'avait pas forcément les informations juridiques. Donc dans ce cas-là, on va voir des avocats. Elle m'a bien spécifié que cette histoire de consentement RGPD ne pouvait pas être liée à un contrat de travail. Ça n'avait rien à voir. C'est pour ça que sur le site de l'association, vous avez sur l'alerte les voix, vous avez une phrase à rajouter dans les contrats. Cette phrase, elles peuvent être utilisées. Je crois que j'ai vu sur le chat qu'il y avait une histoire de gens qui facturaient ou pas. Je pense que c'est pas le sujet. Il faut être clair sur l'autorisation que vous donnez pour votre voix en fait. Voilà. Donc s'il y a des comédiens qui sont en petite entreprise sur d'autres pays ou même en France parce qu'ils sont dans cette économie-là, je crois que c'est pas le débat. C'est de protéger les enregistrements que vous envoyez et les enregistrements que voit en fait si vous allez travailler pour un employeur. Je crois que c'est pas le débat. Sur la partie RGPD, c'est vraiment un consentement d'un individu. Hein, ça n'a rien à voir avec un prestataire ou un salarié. On est vraiment dans le rapport de l'individu avec une entreprise. Et on peut pas mettre un consentement RGPD ne doit pas figurer sur un contrat. Un consentement RGPD, c'est éventuellement un autre papier qui sera émis par l'entreprise. Et dans tous les cas, évidemment qu'il faut refuser que la voix soit utilisée dans une base autre que celle qui concerne l'enregistrement et le travail du salarié. Voilà. Ou une base de casting qui leur permet de travailler, mais qu'elle n'ait pas un autre usage que réellement le fait. Exactement. Donc ça doit pas être. 10 minutes. Excusez-moi, Patrick, pour anticiper. Il ne reste que 10 minutes. Il va falloir speeder un peu si on veut le Q&A. Sinon, ça va couper, je pense. Et au pire, on pourrait replanifier un autre webinaire, car là, vous êtes assez nombreux. Et je pense qu'on a encore plein de choses à partager avec vous. Mais vas-y, Cécile, excusez-moi. Oui, je voulais juste dire que la circulation des données, oui ou non, bah évidemment, dans le casting, on a envie que les données circulent, les comédiens ont envie d'être représentés par leur voix et qu'on puisse les proposer à d'autres clients.
Et ça, c'est évidemment, on a envie de ça, et donc ça circule, voilà, de gauche à droite, du comédien voit, il passe des infos à son agent ou à des copains, à un directeur artistique, et puis ça passe au studio, puis parfois ça passe à des plus gros studios, puis ça arrive à des clients qui eux-mêmes les partagent dans leurs équipes marketing ou dans leurs équipes de direction qui font des choix stratégiques. Donc jusqu'à présent, c'était un peu la bah voilà, tranquille quoi, on partage les données, puis je te les repartage, je te les repartage, je te les repartage. Sauf que maintenant, on sait qu'il y a des constitutions de bases de données qui permettent d'entraîner des IA. Cette façon de faire la donnée, ben en fait, c'est juste un élément qu'on partage et puis c'est pas très grave si on le partage. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience à avoir sur le fait que non, en fait, la donnée, elle appartient au comédien. Ok, elle peut la fournir à son agent ou à un studio, mais elle doit garder déjà cette relation directe entre lui, elle et la donnée. C'est pas, il n'y a pas de raison que cette donnée commence à diffuser partout sans que le comédien en ait connaissance. Donc ça, c'est le fond du RGPD. Mais également, vous, studio, vous, agent, quand vous avez envie de proposer ma voix, bah, il faut trouver des solutions font que on l'a fait écouter en streaming, mais elle circule pas. Parce que si je la fais circuler ailleurs, qu'est-ce qui me garantit que la personne qui est en face, elle va pas les stocker au fur et à mesure et se faire une jolie petite base de casting qu'elle-même pourra utiliser. Il y a aussi des grands groupes américains dont on taira le nom du broadcast et qui demandent à leurs sous-traitants studio de télécharger ici, si votre base de données de casting est bien faite ou votre base de données de, je sais pas, d'adaptateur est bien faite, veuillez nous la partager gentiment. Et donc, ça veut dire que ces données, elles étaient avant la propriété des studios, entre guillemets, mais maintenant, elles ont bien circulé et maintenant, tout le monde les a. Donc, non. Les sociétés doivent trouver des solutions pour que ce partage dans le cadre du casting ne se fasse que en streaming. Et voilà. Donc la circulation, oui, pour avoir du taf, mais non, ça doit pas être je donne mes données. On a fait un petit résumé là, j'accélère parce que Nicole a raison, il est 53. Donc de toutes les obligations juridiques des studios, comme ça vous pouvez jeter un œil. Donner accès à vos données, solliciter votre consentement, renouveler le consentement. C'est pas parce que même on vous a demandé dans une entreprise de donner vos extraits et de les mettre dans une base, et c'est donc vous qui l'avez fait volontairement. Oui, mais c'est pas parce que vous l'avez fait volontairement une fois il y a 10 ans qu'on ne doit pas vous dire chaque année, attention, tu sais, tes données elles sont là, est-ce que tu as bien vérifié, est-ce que c'est bien ok. On doit traiter vos demandes de suppression, vous devez avoir accès à vos extraits. En tout cas, sous 30 jours, vous devez avoir accès à vos extraits. Puis après, il y a tout le côté protection, sécurisation de vos données, sachant que toute la chaîne de production, elle est co-responsable. C'est-à-dire que si, on va dire, je sais pas, un grand du cinéma ou un grand du jeu vidéo travaille avec un studio qui, lui, traite mal ses données et a une façon de traiter ses données personnelles en dehors de la loi, ben en fait, tout le monde peut être responsable parce que le studio, il a un devoir de conseil à son client, mais le client, il a un devoir d'expliquer à son studio comment il est censé gérer la donnée. Chacun a un devoir en fait respectif avec les autres et a une responsabilité par rapport à la gestion des données. Donc les gens peuvent pas vous dire ah oui mais moi je m'en fiche, mon studio je lui ai fait signer un petit contrat et puis il y a marqué RGPD derrière et puis il m'a dit oui c'est bon le RGPD je m'en sors. Et puis voilà, c'est ok. Non, en fait, c'est pas ok. C'est ok pour personne. C'est pas ok pour les gros et c'est pas ok pour les petits. Tant que le travail n'est pas fait, tout le monde est co-responsable. Donc la CNIL, on a aussi discuté avec eux. Ils nous ont appelés. Ils ont commencé à prendre conscience du problème. On leur a fait passer aussi le manifesto de UVA. Ils ont bien pris la chose en compte et ils nous remercier de ce partage et qu'ils allaient continuer à réfléchir là-dessus. Donc on n'a pas eu de réponse concrète de leur part, mais ils sont bien au courant qu'il y a un problème et qu'il faut en prendre acte rapidement. Voilà, de plus en plus d'éditeurs, d'annonceurs et de studios demandent des preuves de conformité. Ben oui, en fait, la prise de conscience se fait à ce niveau-là. Donc Nicole disait il y a une grosse prise de conscience aussi aux États-Unis et à l'international. Donc
vous êtes là aussi pour défendre vos données, pour faire prendre conscience. Tu as raison, Patrick, c'est vraiment important que tu puisses, qu'on puisse accompagner les studios. Voilà, c'est pas des confrontations violentes, c'est pas là avec le point levé, mais quand même, vous pouvez dire, s'il y en a toute une partie de vous qui reçoivent des informations sur vos données, vous pouvez dire à ceux qui vous en donnent pas, les gars, moi j'ai pas mal de studios qui me disent, ils ont mes données, qui me demandent mon consentement, mais chez vous, non, il s'est rien passé, comment ça se fait, voilà. Vous avez un vrai pouvoir et les studios vont devoir s'adapter. C'est certain parce que cette législation, elle existe depuis 5 ans. Il faudrait qu'on fasse d'ailleurs ça serait assez intéressant à la suite de ce webinaire. On va essayer peut-être d'en faire un autre dans un mois, peut-être, si vous avez le temps, parce que je pense qu'il va y avoir d'autres questions et puis et d'autres envies de pouvoir échanger des choses. Mais il faudrait des petites plaquettes en fait pour que les comédiens puissent le mettre dans leur mail ou dans leur communication avec leurs clients ou leurs employeurs, un petit mail qui donne des infos sur le respect du RGPD sur la voie. Ça serait intéressant. On a fait des livres blancs et donc on pourra partager ça en retour de mail. Nicole, tu vas me dire oui. Oui, justement, on avait prévu un petit email, mais on va l'améliorer. Ouais. Voilà, avec pas mal de liens, avec plus des informations et aussi avec un lien pour vous inscrire pour un prochain webinaire. Patrick, je sais pas, est-ce que vous êtes dispo? Là, on a des demandes de continuer la présentation, le webinaire aujourd'hui. Est-ce que vous êtes dispo ou on replanifie peut-être un autre? Je pense que c'est mieux de replanifier, Oui. je sais pas, Ok. peut-être à la fin du Oui. mois, à ce moment-là, on donne rendez-vous aux gens pour la suite et ça Ouais, serait pas très mal. bien. On Donc, aura voilà. des Oui, infos à communiquer. oui, tout à fait. Ok. En tout cas, voilà, je voulais juste conclure par le micro-présentation de Mediartis. Mediartis, en gros, c'est notre solution qu'on a pensée déjà depuis 2018. Donc vraiment, au moment où le RGPD est monté en force, on s'est rendu compte, s'il y a des bases de casting, il y a forcément un impact au niveau du RGPD. Comment on peut changer la façon de travailler pour qu'on puisse livrer des castings aux clients qui soient sans risque vis-à-vis des données. Donc l'idée, c'est que en fait, la donnée appartient au studio. Elle demande son consentement au comédien. Ça, c'est cette partie comédien, voilà. Le comédien, le comédien, il a accès à ses propres données, donc il va pouvoir vérifier ses médias et ses infos pour dire si c'est OK ou si c'est pas OK. Et il peut dialoguer avec le studio sur ce point. Ensuite, le studio peut créer des castings et ensuite, il va inviter ses clients streaming à venir écouter des castings à l'intérieur de Mediartis. Donc, il n'y a plus de circulation de données. Donc, il ne peut pas y avoir de constitution avec vos données de base de casting à l'extérieur de Mediartis. Donc, c'est vraiment une notion de contrôle de la donnée et de consentement du comédien. Et ça peut fonctionner aussi pour les agents, parce que les agents, vous avez des exclusivités parfois avec vos agents, parfois vous n'en avez pas. Donc les agents, ils ont énormément d'infos. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des données, bien sûr, à leur studio. Là, à travers Mediartis, ils peuvent envoyer des données à leur studio sans partager les données. Donc voilà, c'est vraiment tout a été pensé pour respecter le RGPD et vous donner, respecter vos droits et donner des solutions concrètes et qui font gagner du temps aux studios. On a encore discuté hier avec une directrice artistique. Oh, mais moi, je fais déjà très bien le travail. Moi, je fais tout ce qu'il faut. J'ai déjà mes outils. Oui, je pense qu'elle a ses outils. RGPD, je pense que non, en fait. Donc voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur Mediartis, la prochaine fois, on pourrait aussi montrer un petit peu l'intérieur du site. Vous avez peut-être vu la partie comédien et vous avez déjà donné votre consentement pour certains studios à travers Mediartis, mais vous pourriez voir la partie interne du studio et c'est intéressant aussi. Et voilà, j'espère qu'on va être disponible pour 3 minutes de questions. Est-ce que vous avez des questions? Torrenta, je réponds à vous. Mediartis, juste pour faire vite, en fait, c'est notre plateforme qui a comme audience des studios qui sont des bases du casting privées en interne. Donc, voilà, les informations, vos infos de contact et aussi bien, voilà, vos médias.
Là, ils importent toute leur base du casting. Ça reste dans un environnement privé. Je crois que ça s'est arrêté. Oh, ça va s'arrêter. Voilà, ça reste dans leur compte privé. C'est que leur studio qui a accès à vos données. Et puis, il peut déclencher le traitement de conformité d'RGPD. Donc, à ce moment-là, vous allez recevoir un mail disant, bah, coucou, vous êtes référencé dans la base de casting de Studio X et vous avez la possibilité de vous connecter pour vérifier toutes vos données qu'il traite et d'accepter ou non ou refuser, demander des modifications, etc. Avec toute la base du casting, eux, ils créent et partagent en streaming les projets de casting avec leurs clients, mais qu'en streaming. Donc, vos médias, toutes vos données restent bien sécurisées sur Mediartis. Donc, le modèle de Mediartis sont les studios qui paient. Pour les comédiens, c'est un accès et sécurisation de toutes vos données gratuitement. Vous n'avez rien à faire, même pour vous connecter sur votre interface avec vos données. Vous n'avez pas à créer un compte. Vous recevez des emails, vous cliquez, vous arrivez. Tout est sécurisé, voilà. Donc, on va inclure plus des informations dans l'email avec un lien vers plus des infos. Mais en bref, c'est ça, en fait. C'est juste pour assurer la conformité des bases de données, sécuriser toutes vos données. Voilà, la réponse rapide. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que ça va couper dans quelques minutes. Ben, merci à tous d'être venus, de devoir assister. C'est chouette. Patrick, merci beaucoup d'être venu avec toutes ces informations. Merci pour votre invitation. Je pense que c'est pas mal de reprogrammer peut-être un deuxième Bon. 15 jours, 3 semaines. On aura peut-être des informations supplémentaires et puis on pourra peut-être répondre aux questions d'hier. Voilà. Super. OK. Désolée, j'ai eu un petit ralentissement parce que je voulais vous montrer la page des comédiens. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la page de validation des comédiens sur Mediartis. Et voilà, je pense que ça a ralenti un peu l'histoire et que ça a peut-être fait bugger un peu le site. Donc désolé. Moi j'ai vu, il n'y a pas de problème, pas de souci. Toi, t'as vu, alors c'est merveilleux. Mais tu peux le remettre. Pour l'instant, ça coupe pas. Voilà. Okay. On a eu un mail nous disant que c'était limité, ça allait couper, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de voir couper. Donc, tu peux repartager si tu veux, Cécile. Tenter. Attends, il faut que je sois sur le bon onglet. Y arriver. Voilà, c'était ça que je voulais partager. Share screen. Je sais pas si je suis sur le bon. Ah non. Ça, c'était pas celui-là, c'était celui-là. Partager cet onglet. Ça y est. J'espère que vous avez vu. Donc ça, c'est l'interface du comédien quand un studio, voilà, lui a demandé de pouvoir valider ses données. Ah bah voilà, c'est un peu lent, je pense que. Voilà, donc vous avez une liste d'organisations qui ont vos données et qui sont listées sur Mediartis. Et elles sont inscrites sur Mediartis, bien sûr. Et là, vous allez avoir toutes vos informations, vos liens, vos adresses mail, vos emails, les langues que vous parlez. Vous allez pouvoir donner votre autorisation, demander des modifications s'il y a des erreurs, ou demander la suppression si ça ne vous convient pas que ce studio possède vos données. Et puis, dans la partie médias, vous allez écouter tous vos médias. Soit vous validez en bloc tous vos médias ici, soit vous demandez la modification, c'est-à-dire que vous dites, bah, celui-là, c'est une pub d'il y a 15 ans, non, vraiment, c'est pas possible. Ou alors, j'avais 5 ans et demi et, et c'est pas possible non plus que vous les conserviez, etc. Vous allez choisir un par un ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Donc voilà, vous pouvez rejeter chaque extrait et évidemment, vous pouvez l'écouter. Et sinon, vous pouvez également supprimer les données si vous pensez que, pareil, ce studio ne va pas faire une utilisation ou je ne veux plus travailler avec eux, vous avez le droit de supprimer. Et puis, voilà, un petit sommaire qui vous rappelle, voilà, là vous avez bien fait le taf, ici, parfois, on valide l'un et pas l'autre, donc il faut aller jusqu'au bout pour être sûr que les choses ont bien été faites.
Et voilà, ça c'est la partie comédien. Je sais pas si vous voulez voir la partie producteur. Je sais Oh, pas si encore. c'est un peu, non, je crois que c'est un peu poussé. On Ouais. va inclure un lien vers justement, c'est une infographie qui montre l'architecture de Mediartis. Car en plus de votre interface, comme on a expliqué, eux, ils ont beaucoup des outils collaboratifs pour réaliser les castings en interne, partagés avec leurs clients en streaming. Mais notre plateforme, on a intégré beaucoup des protections justement. Donc, si un média n'a pas été confirmé, si ce n'est pas conforme, c'est même pas possible pour un studio de le mettre dans un projet qu'ils vont faire lire par leurs clients. Donc, on a vraiment, on a des sécurités partout. Et même le client final, imaginons voilà votre studio de doublage, évidemment leur client qui va recevoir le projet, eux ils ont besoin de vérifier la conformité et c'est là, c'est certifié dans le projet qu'ils accèdent en streaming. Donc notre solution, ça protège vraiment tout l'écosystème, à partir de vous, le studio et le client final. Que le problème avec le problème une dynamique qui est assez important avec l'RGPD, que c'est vraiment toute la chaîne qui est responsable pour la conformité des uns des autres. Donc, si vos médias sont pas conformes, votre employeur, le studio de doublage, eux, ils partagent vos médias avec leurs clients. Ce sont ces deux-là qui sont co-responsables, voilà, pour la conformité de l'autre. Donc, tout était vraiment conçu autour de la protection de vos données, de respect des RGPD, pour l'univers de doublage et de voix off. Voilà. Alors, il y a une petite question. Est-ce que Voxing Pro marche de la même manière que Mediartis? Voxing Pro, c'est les comédiens qui mettent leurs données. Donc voilà, ils sont C'est notre informés plateforme pour ceux qui connaissent pas. de notre plateforme, voilà, sur lequel on répertorie, enfin, les comédiens demandent d'être répertoriés. On fait une grosse sélection des comédiens. Là, j'ai regardé encore hier, on valide une personne sur 7 à peu près. Il y a des gens plus ou moins farfelus qui ont des qualités plus ou moins positif par rapport à la voix, donc on fait une grosse sélection et puis ensuite les producteurs s'inscrivent gratuitement et là pour le coup ils font des castings et puis vous avez la page de référence de référencement qui permet d'avoir toutes vos références médias, audio, vidéo, TV, etc. et le moyen de vous contacter en bas, voilà. Et ça fonctionne bien et on a un nombre croissant de comédiens donc content et les producteurs. Ah, on t'entend pas Patrick, tu parles mais c'est coupé. Voilà, je te Pardon. découpe. Ah, merci beaucoup. Il y avait une question d'un participant justement sur la protection des datas qui sont utilisées sur les sites de casting, dont Voxing Pro. Donc je lui ai répondu que ça concernait tous les sites de casting actuellement et qu'on travaillait, quand je dis on, c'est la communauté autour du VA et puis on est en dialogue aussi avec Mediartis sur la protection effectivement des MP3 qui sont en streaming et en téléchargement sur ces sites. Donc il y a des dispositifs de opt-out qui vont être prévus, je crois. Hein. Il y a beaucoup de discussions sur le fait de pouvoir télécharger ou pas télécharger. Ils peuvent télécharger jusqu'à présent sur Voxing Pro parce que c'est une réelle demande quand on crée des castings de pouvoir faire des petits montages avec un extrait puis un autre extrait, etc. Par contre, à partir du moment où ils l'ont téléchargé, c'est leur responsabilité de Oui, mettre ça s'engage. Excusez-moi. Dans nos CGU, tous les studios qui s'en servent de la plateforme, eux, ils s'engagent à respecter vos droits RGPD. Donc, c'est l'engagement juridique. Hein. Donc, vas-y, Cécile, pardon. Ouais. Non, ben voilà. Non, c'est plus pour la partie publique en fait, où on est effectivement exposé, on peut être exposé à des réenregistrements, des choses comme ça, ou des captations, du crawling en fait, dans les démos. Donc là, il va y avoir des solutions techniques qui pourront être mises en place assez rapidement. Il y a des solutions techniques qui existent. Donc voilà. Ouais. C'est un vrai défi, la protection de la voix et le watermarking de la voix. Oui. On a déjà discuté avec Patrick, mais on sait que c'est compliqué. Et oui, j'ai dit, on n'a pas de courrier type qu'on pourrait envoyer aux clients, mais bon, ça, c'est une bonne idée. Oui, je pense que ça serait bien d'avoir un guide, un guideline là-dessus, ça serait super d'avoir un guide, effectivement. Ok, bon, on va faire ça, c'est facile à faire. Ouais. Mediartis se rémunère, c'est les studios qui payent des abonnements. Voilà. Pour gérer tout leur côté RGPD, gérer leur base de casting et ensuite toute la partie validation par le client des castings, on vous rend des castings en streaming. Merci Torrenta.
Je crois que j'ai raté une question. Non, courrier tips, on a répondu. Et les studios payent les offres Mediartis, voilà. Ah bah oui, c'était Nicole. Je lis les questions de Nicole. Bon, écoutez, merci. Je pense qu'on va arrêter là parce qu'on est à 10h11. Merci à tous. C'était top. Dommage qu'on vous voit pas. Moi, ça me manque toujours. Mais voilà, quand on est nombreux, c'est plus compliqué. J'allais dire on vous embrasse. Oui, on vous embrasse. On vous remercie d'avoir été là, de porter la bonne parole. On espère qu'on a répondu à des questions et n'hésitez pas encore à nous contacter par email si vous avez des questions à nous ou à Patrick. Oui, justement, je mettrai toutes les coordonnées, nos coordonnées dans le mail qu'on va vous envoyer une fois encore avec plein de liens, voilà, avec des informations complémentaires. Super, merci beaucoup à tous. Merci. Merci à tous. Bonne Bonne journée. journée. Au revoir.